Enfouies dans les profondeurs de notre planète, deux énormes formations rocheuses intriguent les scientifiques depuis de nombreuses années. Disposées à l'opposé l'une de l'autre, l'une sous l'océan Pacifique, l'autre sous le continent africain, elles sont si singulières qu'elles ralentissent même la propagation des ondes sismiques. Ces entités portent le nom scientifique de superpanaches. Pourtant, il ne s'agit en réalité que de deux immenses concentrations rocheuses aux contours vagues. Plus vastes que des continents, plus énigmatiques que tout ce que recèle notre planète, et peut-être issus d'un autre monde. Jusqu'à peu, nul ne savait quelle était leur nature, ni leur origine, ni même la raison de leur présence. Ces énigmatiques structures pourraient renfermer les clés des dynamiques les plus profondes de la Terre, assez puissantes pour engendrer des séismes, éveiller des volcans, et peut-être même influer sur l'évolution du vivant. Désormais, nous approchons peut-être enfin de la vérité. Ces monstres géologiques reposent à près de 2900 km sous nos pieds. Chacun surpasse 100 fois en hauteur le mont Everest. Leur gigantisme défie toute interprétation rationnelle. Les chercheurs ont d'abord supposé qu'il s'agissait de résidus datant des origines de la Terre. Ils ont émis l'hypothèse qu'un objet colossal, entrant en collision avec notre planète il y a environ 4,5 milliards d'années, aurait engendré à la fois la Lune et ses amas. Selon une hypothèse répandue, cet impacteur pourrait avoir été Theia, une planète de la taille de Mars, autrefois située près de la ceinture d'astéroïdes, qui aurait percuté la Terre dans un lointain passé. D'autres penchent pour une origine plus locale. Ces masses pourraient être d'anciens fragments de croûte terrestre, repoussés dans les profondeurs du manteau par la lente dérive des plaques tectoniques. Or, une étude récente révèle que ces masses seraient en réalité d'immenses accumulations de croûte océanique, englouties par la Terre au fil de milliards d'années. Elles pourraient provenir des matériaux qui s'enfoncent dans les profondeurs lors des collisions entre plaques tectoniques. Durant plus d'1 milliard d'années, ces fragments de croûte auraient été happés par le manteau terrestre. Peu à peu, ils se seraient regroupés en deux gigantesques concentrations nichées au cœur de la planète. Pourtant, même si leur origine est commune, ces deux entités ne sont pas identiques. Il existe une région connue sous le nom de ceinture de feu du Pacifique, une vaste chaîne de volcans et de zones sismiques qui encercle l'océan Pacifique. Or, le blob situé sous cette zone ne cesse d'évoluer et de croître, car il est sans cesse alimenté par de nouvelles roches de cette région. Les plaques tectoniques s'entrechoquent et l'une glisse sous l'autre, entraînant la vieille croûte océanique dans les entrailles de la Terre. Ce processus étant en cours, la masse du Pacifique est devenue plus dense, plus lourde et plus dynamique que sa contrepartie africaine. Telle une gigantesque fabrique de roches incandescentes, elle reçoit sans cesse de nouveaux apports et ne cesse de se transformer. Quant au blob africain, il est nettement plus ancien et plus stable que celui du Pacifique. Il est rarement nourri de matériaux neufs, ce qui explique pourquoi, avec le temps, il s'est davantage fondu dans le manteau environnant. De par sa plus faible densité, cette masse se comporte de manière différente. Elle s'élève plus haut dans le manteau terrestre, s'approchant à seulement 550 km de la surface. Cela pourrait expliquer la présence de si nombreux volcans et rifts en Afrique. Mais la question demeure, comment ces structures continuent-elles à évoluer? Selon certains chercheurs, d'immenses colonnes de roches brûlantes, que l'on nomme panaches mantéliques, pourraient s'élever des profondeurs de la planète, jouant ainsi un rôle dans le déplacement des plaques tectoniques du Pacifique. Si cette hypothèse s'avère exacte, alors ces vastes formations souterraines ne sont nullement figées. Elles seraient presque animées, tant elles semblent évoluer et modeler la surface terrestre. Mais en quoi sont-elles si importantes? Parce qu'elles pourraient façonner la surface de notre planète d'une manière encore insoupçonnée. Voyez-vous, ces structures pourraient d'abord influencer le champ magnétique terrestre, en modifiant la circulation de la chaleur à travers le manteau et le noyau. Elles pourraient aussi receler des indices sur l'histoire de la tectonique des plaques. Leur étude pourrait nous éclairer sur l'origine de la subduction, remontant à 4 milliards d'années, ou à une période bien plus récente. Il se pourrait aussi que ces masses soient les véritables marionnettistes de l'activité volcanique. Une théorie avance que les roches incandescentes responsables des points chauds volcaniques pourraient provenir directement de ces gigantesques structures nichées dans le manteau. Certains des volcans les plus imposants de notre planète, comme ceux d'Hawaï, d'Islande ou de Yellowstone, sont situés juste au-dessus des panaches que ces structures pourraient les produire. Si tel est le cas, ces blobs seraient peut-être à l'origine de la formation de continents, de bouleversements climatiques, voire d'extinctions massives.
Et cette idée a de quoi glacer le sang, car elle implique que ces structures pourraient un jour percer la croûte terrestre, provoquant des éruptions supervolcaniques dévastatrices, lesquelles pourraient durer des millions d'années. Sous la croûte terrestre sommeillent également des entités d'une nature inédite sur notre planète, les supervolcans. Leur immensité, leur pouvoir destructeur et leur rareté sont telles qu'aucun être humain n'a jamais assisté à l'une de leurs éruptions. Une éruption volcanique classique peut déjà provoquer l'effroi. Des jets de lave s'élèvent dans les airs, des nuées de cendres asphyxiant l'atmosphère et des cités entières disparaissent sous un déluge de feu et de pierres. Mais un supervolcan, c'est un phénomène à part. Leurs explosions éventrent la croûte terrestre et donnent naissance à d'immenses caldeiras, dont certaines s'étendent sur plus de 50 km. Là où un volcan ordinaire rejette quelques kilomètres cubes de matière, un supervolcan en expulse plus de 1000. Une telle masse suffirait à recouvrir un continent entier sous une épaisse couche de cendres. Une telle éruption bouleverserait le globe. Tout débuterait par une colonne de feu projetée dans la stratosphère, suivie d'un voile de cendres occultant le soleil pendant des années, entraînant une chute des températures mondiales. Des régions entières pourraient se trouver ensevelies sous des mètres de cendres, rendant toute agriculture impossible. La famine, le froid glacial et cet air toxique pourraient anéantir des civilisations entières. Ce ne serait pas une simple catastrophe régionale, mais planétaire. D'après certains chercheurs, 2 des extinctions massives les plus dévastatrices qu'ait connues notre planète, où la quasi-totalité de la vie a disparu, pourraient avoir été provoquées non par des astéroïdes, mais par des supervolcans. La plus redoutable survint à la fin du Permien, éradiquant près de 90% des espèces marines et environ 70% des espèces terrestres. À ce jour, les scientifiques ont identifié une vingtaine de ces colosses souterrains. Parmi les plus célèbres figurent Yellowstone aux États-Unis, Toba en Indonésie et Taupo en Nouvelle-Zélande. La dernière super éruption du Yellowstone remonte à environ 2 millions d'années. Elle aurait projeté près de 2500 km3 de matière, de quoi engloutir une ville comme New York. Et ce n'était qu'une des 3 super éruptions de ce volcan. L'éveil le plus récent d'un supervolcan fut celui du Taupo, en Nouvelle-Zélande, il y a environ 26 500 ans. Toutefois, les supervolcans ne se contentent pas de tout ravager, ils transforment la planète dans son ensemble. Il y a quelques 74 000 ans, le supervolcan Toba, situé en Indonésie, est entré en éruption. Certains chercheurs estiment que cette explosion aurait provoqué un hiver volcanique qui aurait duré 10 années entières. D'autres théories avancent qu'elle aurait failli rayer l'humanité naissante de la carte, réduisant la population à quelques milliers de survivants. Cela dit, il ne s'agit là que d'hypothèses. Quoi qu'il en soit, il est établi que les éruptions de supervolcans ont profondément infléchi le cours de l'histoire. Dès lors, comment nous préparer si une telle catastrophe peut survenir à tout instant? Les chercheurs surveillant ces volcans sans relâche, à l'affût d'indices annonciateurs. Ils observent notamment la montée du magma, les déformations du sol, les séismes localisés sous l'édifice volcanique ou encore l'évolution des émissions gazeuses. Le véritable obstacle réside dans notre capacité à anticiper les éruptions à long terme, qui demeurent encore largement imprévisibles. Le Yellowstone, par exemple, ne s'est plus manifesté depuis environ 630 000 ans. On pourrait dire qu'il est en retard sur son prochain sursaut. Toutefois, les volcans ne fonctionnent pas selon un calendrier régulier. Une éruption passée ne garantit en rien une réactivation future, et l'intervalle entre 2 événements peut être aléatoire. Les scientifiques pensent que Yellowstone pourrait bien connaître une nouvelle éruption, mais il ne s'agirait peut-être que d'une simple coulée de lave et non d'une super explosion. Serions-nous prêts si une super éruption se produisait? Eh bien, probablement pas. Certains chercheurs affirment même que nous sommes mieux préparés à encaisser l'impact d'un astéroïde. En 2022, l'éruption du volcan Unga Tonga Unga Ha'apai a provoqué des tsunamis, interrompu les communications et obscurci le ciel de cendres. Et pourtant, ce n'était qu'une éruption de magnitude 5. Un supervolcan serait bien plus destructeur. Alors, bon courage pour dormir sur vos 2 oreilles, en sachant qu'ils finiront par se réveiller tôt ou tard, demain ou dans 100 000 ans. Mais enfin, inutile d'en perdre le sommeil. Notre planète abrite 5 océans, le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, le Sud et l'Arctique. Sans oublier Billy Ocean, bien sûr. Cependant, il semble qu'un 6e océan puisse exister, bien qu'il soit invisible. Les scientifiques ont découvert des traces de vastes quantités d'eau cachées dans la zone de transition, une couche qui sépare le manteau supérieur du manteau inférieur de notre planète. Cette limite s'étend de 410 à 660 km sous la surface terrestre.
Les diamants naturels se forment généralement dans le manteau à des profondeurs pouvant atteindre les 250 km. Certains d'entre eux, très rares, peuvent venir de profondeurs bien plus importantes. Tel est le cas de ce diamant fascinant qui s'est formé à 660 km de la surface. La gemme, mesurant 1,50 cm, était suffisamment grande pour permettre aux scientifiques de l'étudier et d'en déterminer la composition. Ils ont été surpris de constater que ce diamant extrêmement rare s'était formé dans des conditions plutôt humides. De ce fait, un tel diamant n'aurait que peu de valeur en bijouterie, mais son importance en laboratoire serait inestimable. Alors, cela signifie-t-il qu'il existe un océan sous la surface de notre planète? Cette découverte nous rapproche certainement de l'idée que se faisait Jules Verne de ce monde surnaturel et secret au centre de la Terre, à commencer par son océan caché. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. L'eau est bien présente, mais il ne s'agit pas d'une étendue bien visible avec des vagues clapotant çà et là comme à la surface de notre planète. En réalité, l'eau se trouve stockée à l'intérieur des minéraux, ce qui rend cette zone si humide. Dirigeons-nous maintenant vers l'Afrique afin de poursuivre notre histoire. Ou, pour être plus précis, vers une région nommée Afar, située en Éthiopie. C'est l'endroit où 3 plaques tectoniques se rencontrent. Les plaques tectoniques sont de grandes sections de la croûte terrestre qui se déplacent lentement. Ces mouvements provoquent des tremblements de terre, donnent naissance à des volcans, des montagnes et à de profondes vallées sous-marines que nous appelons des fosses. Dans la région d'Afar, les plaques arabiques, somaliennes et nubiennes se rencontrent pour former une intersection en forme de I. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Ces plaques sont en mouvement constant. La plaque somalienne se déplace vers le sud-est en direction des plaques australiennes et indiennes. La plaque arabique se déplace vers le nord, se rapprochant de la plaque eurasienne et finira par fermer le golfe Persique. Ce mouvement des plaques a créé la grande vallée du Rift, marquée par des fractures géologiques. La dorsale d'Aden à l'est, le rift de la mer Rouge à l'ouest, le rift est-africain au sud, et pourquoi pas l'Oculus Rift, tant qu'à faire? C'est sur le rift est-africain que nous devons nous concentrer, car il pourrait bien détenir la clé de ce 6e océan potentiel, mais cette fois-ci à la surface. Une faille continentale est une région où 2 plaques tectoniques appartenant à un même continent commencent à se séparer. Dans ce cas, il s'agit des plaques somaliennes et nubiennes, qui composent une partie de l'Afrique. Si elles continuent à se déplacer dans des directions opposées, cette faille continentale pourrait devenir ce que nous appelons une dorsale océanique. En d'autres termes, lorsque les plaques s'éloignent suffisamment l'une de l'autre, une vaste fissure se forme entre elles. Ainsi, le magma pourra s'échapper librement de la base de ces plaques, refroidir et commencer à former un nouveau fond océanique. L'Afrique se scindra alors en 2, et un nouvel océan s'étendra entre ces futurs mini-continents. Ne sortez pas encore vos maillots de bain et votre écran solaire. Même si les plaques somaliennes et nubiennes se déplacent suffisamment pour engendrer une dorsale océanique, cela mettra vraisemblablement des millions d'années à se produire. Il est donc plus judicieux de continuer à explorer ce 6e océan tapi sous la surface terrestre pour le moment. L'idée d'océan souterrain dépasse les frontières de notre bonne vieille Terre. Il est possible que de nombreuses lunes et planètes en possèdent également. À notre connaissance, notre planète est la seule à présenter des étendues d'eau liquide constantes en surface. Dans notre système solaire, nous tournons autour du Soleil dans une région baptisée la zone habitable. La température et la pression atmosphérique dans cette zone permettent à l'eau de rester liquide. Cependant, certaines lunes de notre système solaire pourraient également abriter des quantités significatives d'eau sous leur surface. Encelade, l'une des lunes de Saturne, est un exemple notable. Encelade est une petite sphère glacée, environ 7 fois plus petite en diamètre que notre Lune, soit 550 km, mais il s'agit du 6e plus grand satellite de Saturne. Il y a près d'une décennie, en 2014, une sonde spatiale a découvert des preuves de la présence d'un vaste océan sous sa surface. Elle a détecté et analysé de l'eau éjectée lors d'éruptions semblables à celles de geysers. Un geyser est une source chaude peu commune qui projette des jets de vapeur et d'eau dans l'air, comme le célèbre Old Faithful de Yellowstone. Sur Encelade, cette eau jaillit à travers des fissures dans les glaces de son pôle sud, suggérant l'existence d'un océan liquide en dessous. Cet océan souterrain est très différent du nôtre. Les océans terrestres sont relativement peu profonds, avec une moyenne de 3500 mètres, et ils couvrent les 3/4 de la surface de notre planète. La température de nos océans varie, plus froide en approchant du fond
et plus chaude près de la surface en raison des rayons du soleil. En revanche, l'océan sous la surface d'Encelade est d'une profondeur d'au moins 30 km. Il est plus froid en surface, près de cette croûte glacée, et plus chaud en bas, en raison de la chaleur provenant du noyau de la Lune. Mais tout comme nos océans, celui d'Encelade est salé. Encelade est l'un des rares endroits de notre système solaire où l'on trouve de l'eau liquide, ce qui en fait un point d'intérêt majeur dans la recherche de signes de vie. Un autre exemple est celui d'Europe, une lune de Jupiter. Les scientifiques pensent que des éruptions d'eau similaires pourraient se produire sur Europe. La présence de tels geysers indique que ces lunes disposent de leur propre source d'énergie. Et cette énergie, qui pourrait provenir de la gravité ou des radiations, serait en mesure de maintenir une vaste étendue d'eau à l'état liquide sous la glace, et peut-être même d'alimenter certaines formes de vie. Il existe des milliers de planètes au-delà de notre système solaire qui orbitent autour d'autres étoiles. Certaines d'entre elles se trouvent même dans une zone habitable. Plus d'un quart de ces planètes pourraient abriter de l'eau liquide. Cependant, la majorité de ces dernières possèdent probablement des océans souterrains, semblables à ceux d'Encelade et d'Europe. Pluton pourrait également être ajouté à cette liste, car il est possible qu'elle cache un océan liquide sous sa croûte épaisse et glacée. Cet océan souterrain s'est probablement formé longtemps après la planète naine, lorsque la chaleur provenant des éléments radioactifs dans le noyau de Pluton a fait fondre une partie de sa glace. Il existe également des planètes océans, des lunes ou des planètes recouvertes d'océans globaux, et qui sont plus répandues que nous ne le pensions. Certains vont jusqu'à appeler la Terre un monde océanique, car 71% de sa surface est recouverte d'eau. Vue depuis l'espace, notre planète apparaît essentiellement comme une majestueuse boule bleue. Lorsqu'ils explorent d'autres planètes, en particulier celles en dehors de notre système solaire, les chercheurs adoptent souvent une approche consistant à suivre l'eau. En effet, l'eau est l'élément nécessaire pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Quant aux planètes océans proches de leur étoile parente, les scientifiques supposent qu'elles se seraient formées beaucoup plus loin avant de se rapprocher lorsque leur orbite a rétréci. La composition de ces planètes s'est déterminée lorsqu'elles se trouvaient sur une orbite plus froide et plus éloignée, ou en d'autres termes, lorsqu'elles décrivaient un cercle plus large autour de leur étoile. Ce processus de rétrécissement orbital est ce que l'on appelle une migration. Si les planètes océans sont vraiment aussi répandues, cela pourrait constituer une preuve que la migration planétaire est un phénomène réel. Les exoplanètes sont des planètes qui gravitent autour d'étoiles autres que notre Soleil. Certaines de ces exoplanètes pourraient abriter des océans bien plus profonds que ceux de notre système solaire, atteignant des centaines voire des milliers de kilomètres de profondeur. Pour mettre cela en perspective, la fosse des Mariannes, qui est déjà impressionnante et redoutable, avec près de 11 km de profondeur, semble peu profonde en comparaison. Les océans de ces exoplanètes semblent, pour le moins, insondables.